Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de technologie, d'innovation. Dans ce numéro, nous allons parler de la 4 mai. Voilà, comme vous voyez, nous sommes devant notre ordinateur, on a tendance à cliquer sur les logiciels, à travailler, mais derrière cet écran, il y a ce qu'on appelle un écosystème qui se passe par derrière. C'est dû à cette grosse plaquette que vous voyez là, c'est la 4 mai. Donc on va essayer de parler un peu du rôle de tout un tas de composants ici. Ça sera juste après ça. Comme je le disais tout à l'heure, on va déjà démarrer avec les 24 broches, comme vous voyez là, les 24 broches. Ça, c'est le bloc d'alimentation qui vient alimenter la 4 mai. Donc, cette alimentation, lorsqu'elle entre dans la 4 mai, elle va alimenter pas mal de composants. Quand je dis des composants au niveau des slots de la mémoire RAM, elle aura de l'alimentation, des condensateurs que vous voyez un peu partout sur la 4 mai, c'est elle qui va les fournir en termes d'électricité. À côté de ça, on aura les 2x8 pins qui sont ici. Ça, c'est pour alimenter le processeur. Ces 2x8 pins là varient d'une 4 mai à une autre. Il y a des 4 mai où on peut avoir peut-être 8 pins seulement, comme cette 4 mai que vous voyez là, elle a 8 pins. Il y a d'autres qui ont 4 pins seulement. La consommation du processeur varie d'un modèle à un autre. Il y a des microprocesseurs qui sont à faible consommation. Par contre, il y a d'autres qui sont très costaud en termes de consommation électrique. Voilà, donc les 2x8 pins ou 8 pins sont pour le processeur. Après ça, on aura ces emplacements que vous voyez là, ce sont des PCI Express, des ports PCI Express. On a aussi des ports PCI Express x16, ça sont des ports PCI Express x16, PCI Express x16, ça c'est pour embarquer des cartes graphiques. On a aussi des PCI Express x1 qu'on voit ici en miniature. Ce sont des PCI x1. Là, on a tendance à connecter tout ce qui est périphérique en PCI Express, notamment des cartes son, des cartes Wi-Fi, des cartes d'extension, des cartes Firewire. Voilà, j'en pourrais peut-être citer que ceux-là. Donc, à côté de ça, on a l'élément qui est très important qu'on appelle le chipset. Ouais, ça, c'est le chipset qui est là. Le chipset, c'est ce qui définit la puissance de la 4 mai. C'est le chipset qui nous dit à quelle puissance cette 4 mai là peut aller. Voilà, donc si vous avez peut-être un processeur overclockable, tant que vous n'avez pas une 4 mai avec un chipset qui est capable d'overclocker, vous ne pourrez pas peut-être faire l'overclocking. Voilà, donc ça c'est le chipset. On a aussi des 4 mai où on peut quand même retrouver deux chipsets. Voilà, l'un qui fonctionne en hot bridge et puis l'autre en soft bridge. Donc ça aussi c'est très important à connaître en termes de 4 mai. On a aussi les sockets du processeur. Dans le socket, on a deux gammes, voilà, deux gammes de sockets. On a des sockets de chez Intel et puis on a des sockets de AMD. Donc chaque gamme de fabricants ont leur nomenclature. Voilà. Donc avec Intel, on a des sockets de 1200, on a des sockets de 1700 qui sont des sockets de dernière génération en date, qui vont jusqu'à 13e à 14e génération. On a aussi des emplacements des 10 NVMe. Voilà, donc c'est là on a la tendance à insérer tout ce qui est 10 SSD NVMe. On peut avoir des versions en génération 3, en génération 4. Les emplacements aussi des 10 NVMe aussi varient d'un modèle à un autre. On a les 4 mai où on peut en trouver 3. Il y a les 4 mai où on peut en trouver 4. Il y a les 4 mai aussi où on peut en trouver qu'un seul. Donc tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. En fonction de ça, vous regardez le chipset qui va avec et le processeur aussi qui va avec. Après ça, on va essayer de repérer tout ce qui est port SATA. Pour cette 4 mai là, voici l'emplacement des ports SATA. L'emplacement des ports SATA vont servir à connecter tout ce qui est équipement
SATA. Quand je dis équipement SATA, on a des lecteurs DVD, on a des disques HDD, on a des disques SSD, on a en tout cas tout ce qui est équipement avec des nappes SATA. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici avec cette carte mère, on voit qu'on a 8 ports SATA. Une autre carte mère aussi ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici on a 6 ports SATA. Avant, les cartes mères d'avant, on n'avait pas des SATA, mais on avait des I2E. Pour ceux qui savent un peu de quoi je parle, avec les I2E, c'était beaucoup plus complexe parce qu'il fallait utiliser le jumper pour pouvoir définir l'ordre à laquelle on voulait que le disque soit qu'il soit en master ou en slave. Donc ça aussi c'était quand même important. Voilà, mais aujourd'hui on voit que les choses sont devenues beaucoup plus simples. Avec la carte mère, on a l'architecture qui est bien structurée, SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, SATA 5 et tout ça. Donc c'est plus simple, vous connectez juste la nappe au port SATA pour alimenter le disque. Comme je le disais par rapport à tout ce qui est câble SATA, donc voici un exemple de câble SATA ici. On va le connecter là. On va le connecter là. Une fois qu'on l'a connecté, on cherche un équipement SATA. On a une panoplie. Voilà, ça c'est un disque SATA. On peut le connecter là. Après le port SATA, on va utiliser le port USB 3.0 qu'on retrouve à l'avant du boîtier. Le plus souvent, il est représenté là. Donc il y a une nappe qui quitte là-bas, qui quitte ici, pour aller à l'avant du boîtier. Donc ça aussi c'est mentionné sur la légende de votre carte mère. C'est vraiment pas compliqué à voir. Vous pouvez la retrouver ici aussi. Après le port USB, on a la pile CMOS. La pile CMOS, c'est l'élément aussi très essentiel. On néglige cette pile là, mais elle est vraiment cruciale pour le bon fonctionnement de votre PC. Souvent, vous avez tendance à allumer votre machine et puis vous voyez en termes d'heure et puis la date, vous voyez que tout est zéro. C'est cette pile là qui gère un peu tout ce qui est temps. Donc souvent, quand cette pile là est morte, le PC ne peut même pas démarrer. Donc c'est vraiment très important aussi de faire attention à cette pile là. C'est une batterie. Au fur et à mesure que la machine est en activité, elle se charge. Mais après, elle se décharge avec le temps. Donc une fois qu'une machine reste stationnée pendant un bon moment, 3 mois, 4 mois sans être allumée, on peut venir trouver que la pile CMOS est morte. On va essayer maintenant de parler des emplacements des barrettes mémoire. Donc vous voyez, tous ces ports là sont des emplacements pour stocker des barrettes mémoire. Ces modèles aussi différencient d'un modèle à un autre. On a des cartes mères où on peut avoir 2 emplacements de barrettes mémoire. Il y a des cartes mères où on peut en trouver 4 et il y a d'autres où on peut en trouver 8, comme celle-là. Celle-là, elle est là, 8 emplacements de barrettes mémoire et celle-là, elle en a 4. Donc c'est aussi très important de suivre la légende de votre barrette. Vous allez voir qu'il y a d'autres emplacements de barrettes qui sont légendés par des couleurs. Comme vous voyez ici, on a le rouge et le rouge, le noir et le noir, pour permettre à chaque utilisateur de bénéficier du dual channel. C'est quand même très important aussi. On a aussi juste à côté du socket du processeur, comme vous le voyez ici, on a toujours 8 broches ou 3 broches qui sont appelées CPU fan. On a d'autres cartes mères aussi où on a des encoches comme ça qui vont permettre d'alimenter d'autres ventilos du boîtier. Voilà, on a d'autres encoches qui vont permettre d'alimenter d'autres ventilos du boîtier. Comme je le disais tout à l'heure, on a le bloc d'alimentation qui est là, voilà, qui va nous permettre de mettre la machine en marche. On a les 24 broches qui vont nous permettre d'alimenter la carte mère. On va chercher pour le CPU. On a ici l'alimentation du processeur qui est là. On va le mettre là. On va le mettre là. Donc on a mis l'alimentation du CPU. On aura ces alimentations là. C'est une alimentation I2E. Ça vous permet d'alimenter tout ce qui est composant I2E. On peut avoir des lecteurs en I2E ou on peut avoir également des lecteurs de disquettes, des lecteurs DVD en format I2E. On a aussi des alimentations SATA qui sont là. Eux, ils sont faits pour alimenter tout ce qui est disque dur, lecteur de disquettes et lecteur DVD aussi, ou encore tout ce qui est périphérique de stockage qui fonctionne sur du SATA. On peut alimenter le 2.5 comme
ici alimenté le 3.5. Au niveau des barrettes, comme je le disais, c'est très important de regarder l'emplacement des barrettes parce que il ne faudrait pas embarquer une barrette de type DDR3 dans un emplacement de type DDR4. Voilà. Ça ne va pas marcher parce qu'il y a des détrompeurs. Ça aussi, c'est quand même très important. En termes de refroidissement du processeur, il est très important de regarder la fiche technique du fabricant du CPU afin de savoir quel est le type de refroidissement qui sera adéquat pour notre configuration. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs, il y a des radiateurs, il y a des water cooling, il y a aussi d'autres types de refroidissement. Voilà. Après, on a des cartes mères avec des sorties vidéo là. On voit cette carte mère n'a même pas de sortie vidéo. Donc ici, il nous faut obligatoirement une carte graphique pour pouvoir avoir de l'affichage. Par contre, cette carte mère a des sorties vidéo. Voilà, elle a des sorties vidéo. Donc, même si on n'a pas de GPU, on peut au moins avoir un affichage. Voici un peu de façon ramassée ce qu'on avait à dire au niveau du mode de fonctionnement d'une carte mère. Ainsi, on fait une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et puis bon, merci de vous abonner et à très bientôt, à vendredi prochain à la même heure. Merci.